premier, il y a les cultes et les rituels de chasse. Et ces cultes et ces rituels de chasse sont basés sur l'ombre, la forme de l'animal. Avant d'aller chasser l'animal, avant d'aller partir en chasse à l'animal, on va chasser son ombre, son double. Après, ils utilisent plein de noms différents pour pouvoir décrire cette ombre ou ce double. Et donc, il n'y avait que le chasseur et quelques personnes qui allaient chasser avec lui qui chassaient l'ombre. Et donc on lui jetait des flèches, on le ciblait, on l'encensait, et puis on le tuait symboliquement pour qu'il y ait une bonne chasse le lendemain. Donc c'était la veille de la chasse. Et ainsi, lorsqu'ils partaient en chasse le lendemain, ils étaient persuadés et sûrs que l'animal chassé, un cerf, un bouc ou je ne sais pas, allait être tué, puisque le rituel avait été fait. Et ça, c'est très très intéressant, puisque on retrouve ce rituel de chasse chez les peuples préhistoriques à travers beaucoup d'indices. Beaucoup d'indices laissent penser justement que ce rituel existait, le rituel de la chasse, qui était un rituel de chamanique en réalité. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est l'existence de cette ombre, l'existence du double, l'existence de cette chose qui est à côté de la forme matérielle de la chose. Que ce soit une plante, un animal, une pierre, n'importe quoi possède une ombre. Et cette ombre possède un nom. Et ce nom-là, c'est le nom justement que possède en secret l'identité réelle de la personne. Et il y a une connivence entre maintenant le nom, la forme, l'ombre, le double de la personne. Et cette chose-là, on va la retrouver chez les peuples antiques. Par exemple en Égypte, je te disais tout à l'heure, en Égypte antique, le Ka, qui possède un hiéroglyphe très particulier et qui est très intéressant, c'est deux mains, miaou miaou, c'est deux mains comme ça, formées de cette manière-là, droite, et qui forment une espèce de un U, comme ça. Et on le pose soit sur la tête d'une statue, soit sur la tête d'une créature, pour montrer que c'est le Ka de l'être, c'est-à-dire le double de l'être. Et tous les dieux, toutes les créatures vivantes possédaient un Ka. Et ce Ka, c'était lui qui donnait vie aux statues et aux êtres vivants. Sans le Ka, aucune créature ne pouvait vivre et exister. Et le Ka des dieux, intégré par des rituels très complexes et des cultes très complexes et qui étaient journaliers par les prêtres égyptiens, également en Mésopotamie, pour amener le Ka du dieu dans la statue. Et tout ce culte de la statue, c'était le culte du double. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Dieu, du dieu en question, qu'elle soit Bastet, Isis ou Osiris ou peu importe, c'était un culte basé sur le monde invisible. Là, on touche quelque chose. Ce monde invisible contient le monde du double. Et le double semblerait bien être, le monde du double, semblerait bien être, je dirais, l'interface entre le monde des corps, dense et matériel, avec le monde, ce que l'on appelle des esprits, réellement, qu'on pourrait définir comme des archétypes, des fondamentaux. Et ces choses-là, des puissances énergétiques, lorsqu'elles veulent arriver chez nous, elles voyagent à travers une forme, un nom, une ombre. Et de la même manière, nous, lorsqu'on veut aller vers le monde des esprits, on passe par ce monde intermédiaire, qui est le monde de la forme, du double, le monde, comme diraient certains, le voyage astral. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Et ça, c'est très, très, très bien. Puisque ensuite, toute l'Antiquité a été, je dirais, récupérée par des gens qui voulaient préserver les rituels païens contre les chrétiens qui voulaient les détruire à l'époque, parce que c'était vu d'une manière païenne, quoi. Et ça a donné la théurgie, ça a donné la magie, ça a donné tous les cultes que l'on connaît, qu'on en a hérité aujourd'hui, de différentes manières, autour de la magie, magie rituelique, magie sacrificielle, magie naturelle, astrale, on a tellement de magie. Mais bon, la théurgie,
comme Proclus, comme Jamblique le désirait, était réellement la magie de l'Antiquité pour comprendre que toutes les choses qui nous entourent possèdent ce monde du double, ce monde du cas, ce monde de la forme. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on l'a compris, dans le monde de la magie, qui a été récupéré par différents moyens, différents procédés, mais les noms ont changé, les termes ont changé, les concepts ont changé, à tel point qu'on n'arrive plus à reconnaître ce que disaient les anciens. On ne peut plus rien comprendre, puisqu'aujourd'hui il n'existe que deux mondes, le monde spirituel et le monde de la matière. Et il n'y a plus ce monde intermédiaire qui est le monde du double. Et Henri Corbin, à travers le Mundus Imaginalis, le monde imaginal, correspond exactement à ce monde du double. C'est ça qui est très 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 bien. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un monde de concepts. C'est pas juste un concept. Ça existe réellement. C'est un monde intermédiaire entre le monde, encore une fois, des archétypes et le monde de la matière, et c'est un monde rempli de pouvoir. Et ce monde-là, la loi qui la génère et qui règle les rapports entre les choses qui existent, les formes, entre autres, les eidos, en grec, qui veut dire image, c'est la loi de l'analogie et la loi du symbole. C'est comme si la loi d'analogie là-bas, dans ce monde-là, correspondait exactement à des rapports de force, comme il existe aujourd'hui dans notre monde physique et tangible, à des rapports de force de cause à effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on conçoit les choses que par cause à effet, parce que c'est notre monde. Je jette une pierre dans l'eau, eh bien, elle va avoir une certaine cause, parce qu'on va calculer la tangente, on va calculer l'orientation, la force, la puissance, l'intensité et tout le reste. C'est notre monde de la matière. Mais le monde du double, qui est dominé par la loi de l'analogie, c'est la loi qui va générer les rapports de force. Et donc ce ne sont pas des causes à effet, mais ce sont des rapports de connivence, de ressemblance, d'apparence. Et c'est ainsi qu'une couleur joue là-bas de rapports de force, de rapports d'énergie, et de rapports de semblables à semblables, et de rapports de semblables et dissemblables, de rapports de sympathie, comme disaient certains théosophes, on pourrait dire, et d'antipathie. C'est ainsi que toute la magie que l'on connaît aujourd'hui, et toute la magie des peuples premiers et des peuples antiques, correspondent à cette loi de l'analogie, entre attirance et rejet. Entre, comme disait un présocratique, il parlait justement, c'est Empédocle, il parlait de le monde est généré par la haine et par l'amour. C'est les deux lois de l'analogie qui génèrent l'univers. Et ça, maintenant, ce monde-là, on le nomme le monde astral, aujourd'hui, ce monde du double. Et dans ce monde astral, on y voyage, soit par les rêves, qui correspond exactement, encore une fois, pour les peuples premiers, au monde du double, puisque tous les peuples premiers parlent de ce monde-là comme un monde de rêve, lorsqu'on dort, ou lorsqu'on est en état de transe, ou lorsqu'on est en état de communication avec les dieux, ou avec les créatures, c'est par le monde des rêves. Et ça, c'est le voyage astral, ce voyage astral-là qui correspond réellement à ce monde du double des anciens. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les choses qu'on utilise ont une influence dans ce monde-là. Et tout, par le nom, la couleur, la forme, et toutes les choses qui sont présentes dans ce monde du double, va influer dans ce monde-là. C'est comme s'il y a un cycle entre ce monde-là et le nôtre, et l'un influence l'autre. Mais avant que toute chose se manifeste en ce monde de cause à effet, tout arrive dans le monde du double. Les formes, les images qui sont énergétiques et qui sont porteurs de puissance vont influer dans ce monde lorsqu'on l'alimente avec assez de puissance. C'est ainsi que la magie ou les pensées peuvent agir dans ce monde. Là, c'était un rapport magique, on pourrait dire, avec ça. Mais, parlons de la conscience, juste entre parenthèses un petit peu, c'est que
il ne peut pas exister de conscience sans support matériel, quelle que soit la matière, subtile ou dense. Et cette conscience-là va voyager dans le monde du double par un support qu'on appellera le corps astral, ou le Ka en Égypte, hein, ou le double tout simplement avec un grand D dans certaines civilisations où l'ombre porte plusieurs noms. Et dans ce monde-là, elle porte un corps physique et dense. Autrement dit, la conscience, elle n'est pas corps, elle n'est pas double, mais elle est autre chose. Mais elle s'y manifeste. Et elle ne peut exister que par là. C'est ainsi que dans le monde astral, le corps voyage dans un corps astral qui est à l'image même de celui qui pense les choses. Et en psychologie, il y a quelque chose de très intéressant maintenant, c'est que lorsque l'on fait j'essaie de faire un recoupement entre toutes les sciences et les savoirs pour montrer que ce monde-là existe, mais qu'on ne peut pas le reconnaître si on n'arrive pas à faire des recoupements entre tous les savoirs. En psychologie, eh bien, il y a une notion très, très simple qui est, lorsqu'on te critique, on te juge ou on pense de toi à quelque chose, c'est l'image de toi qu'il a dans sa tête, qu'il est en train de discuter, de parler, de formuler, mais ce n'est pas à toi en direct dans le réel. Ce n'est pas de toi que l'on parle dans le réel. C'est l'image qu'il se fait de toi, pour être un peu plus clair, voilà, l'image qu'il se fait de toi, donc c'est une image mentale, qu'il juge, qu'il critique. Et cette image-là correspond justement au double. Et ça veut dire qu'en fin de compte, rares sont les personnes qui ont une interaction directe avec le réel. Ils ont toujours une interaction avec le monde des formes et des images. Alors, lorsqu'ils te critiquent, lorsqu'ils te jugent, lorsqu'ils pensent à toi, c'est toujours en rapport d'image. Ainsi, lorsqu'il y a une discussion, on ne s'entend pas, on ne se voit pas, on ne se sent pas réellement. On pense toujours à travers une image, et cette image correspond au cas de la personne. Et maintenant, cette conscience, plus elle s'intègre dans le réel, plus les réalités invisibles apparaissent. Et puis, il peut voir que cette image-là, mentale qu'il s'est créée, existe, autant que la personne en face de lui existe. Et lorsqu'on meurt, cette image qui s'est formée avec le temps acquérera d'autant plus de puissance, bonne ou mauvaise, selon la catégorie de la personne que nous nous sommes forgés au cours du temps, eh bien, va agir encore dans ce monde-là. Elle va se manifester. Alors, dans certaines cultures, on va les appeler les malmorts. C'est des gens qui ont eu une mauvaise mort, c'est pour ça que ça s'appelle les malmorts, des noyades, des meurtres, des assassinats, des empoisonnements, ou bien ils n'ont pas été enterrés correctement, ou les os n'ont pas été enterrés comme il se doit selon un rituel précis. Eh bien, le cas, le double, va se venger des personnes et des hommes et des êtres vivants, et il va les poursuivre jusqu'à que le rituel soit accompli. Bon, on trouve ça au Moyen-Âge, beaucoup de gens qui essayaient de chasser ces malmorts à travers des exorcismes. Et ainsi, les exorcistes essayent de chasser en réalité le double. Ce n'est pas la personne en elle-même avec qui il avait affaire. Ce n'est pas son âme. Là, il faut faire une distinction entre le double et l'âme. Mais il avait affaire à son image, avec le résidu de ce qu'il reste. Et elle peut être lumineuse autant que ténébreuse, mais le malmort, elle est ténébreuse. Et donc, le magicien aussi, ou bien le médium, lorsqu'ils ont affaire à une image, il ne faut pas qu'ils se trompent justement avec qui il parle, ou avec qui il met en rapport ses rituels. Des fois, ils croient que c'est une âme, alors que c'est juste le double. Et beaucoup de médiums tombent dans le panneau parce qu'ils pensent simplement que c'est de l'âme, et toujours de l'âme. Bon, voilà, le monde du double existe réellement. Il porte 1 milliard de noms différents. Il correspond au mundus imaginalis d'Henri Corbin. Il correspond au monde de la forme dans certaines traditions, au monde des rêves chez les peuples antiques et les peuples
premier. Il correspond à l'intermédiaire entre le monde archétypal et le monde de la matière, et il existe réellement ce monde-là. Maintenant, il faut tout réétudier correctement, tout reprendre à zéro pour pouvoir comprendre comment agit ce monde-là, qu'est-ce que le monde des formes, pourquoi les noms sont efficaces. Lorsqu'on utilise un nom, ça a un pouvoir sur une personne chez les peuples anciens et dans la magie. Pourquoi? Il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre. Parce que le monde des formes, des images, je dirais, il est mélangé avec le monde du psychisme. Il ne fait qu'un avec. Et on appelle ça le monde de la spiritualité. On regroupe tout ça à travers ça. Il faut savoir distinguer toutes choses pour pouvoir mieux analyser. Ben voilà, sur ce que je pourrais dire sur le monde du double. Il y aura beaucoup de choses. C'est qu'une étape, parce qu'il reste tellement de choses à dire. Ben merci. Donc c'était la veille de la chasse. Et ainsi, lorsqu'ils partaient en chasse le lendemain, ils étaient persuadés et sûrs que l'animal chassé, un cerf, un bouc ou je ne sais pas, allait être tué, puisque le rituel avait été fait. Et ça, c'est très très intéressant, puisque on retrouve ce rituel de chasse chez les peuples préhistoriques à travers beaucoup d'indices. Beaucoup d'indices laissent penser justement que ce rituel existait, le rituel de la chasse, qui était un rituel de chamanique en réalité. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est l'existence de cette ombre, l'existence du double, l'existence de cette chose qui est à côté de la forme matérielle de la chose. Le premier, il y a les cultes et les rituels de chasse. Et ces cultes et ces rituels de chasse sont basés sur l'ombre, la forme de l'animal. Avant d'aller chasser l'animal, avant d'aller partir en chasse à l'animal, on va chasser son ombre, son double. Après, ils utilisent plein de noms différents pour pouvoir décrire cette ombre ou ce double. Et donc, il n'y avait que le chasseur et quelques personnes qui allaient chasser avec lui qui chassaient l'ombre. Et donc on lui jetait des flèches, on le ciblait, on l'encensait, et puis on le tuait symboliquement pour qu'il y ait une bonne chasse le lendemain. Que ce soit une plante, un animal, une pierre, n'importe quoi possède une ombre. Et cette ombre possède un nom. Et ce nom-là, c'est le nom justement que possède en secret l'identité réelle de la personne. Et il y a une connivence entre maintenant le nom, la forme, l'ombre, le double de la personne.